patrimoine au sein des dispositifs de médiation. Alors, si je m'intéresse à l'archéologie, c'est que j'ai aussi une formation d'archéologue qui date un petit peu maintenant, mais enfin, je garde quand même un intérêt certain pour l'archéologie. Et j'ai conçu ma présentation d'aujourd'hui plutôt dans l'idée d'ouvrir des réflexions, de poser des questions, puisque je savais que j'inaugurais l'après-midi. Donc voilà, ne vous attendez pas à trouver des réponses ou des choses stables. Ce que je vais vous raconter, c'est vraiment une intervention qui a pour objectif d'ouvrir des questions. Alors, pourquoi aborder les dispositifs numériques à partir du récit? En fait, pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que dans le contexte actuel de la culture numérique, le récit et la narration font un retour important. Oui, donc je disais que le récit et la narration font un retour important dans la culture numérique actuelle. On en a déjà entendu parler ce matin. Et en fait, le récit apparaît comme un paradigme à la fois de participation et de valorisation des informations. C'est-à-dire que l'information prolifère, elle se segmente, et du coup, les écritures numériques ont fortement tendance à mobiliser les récits pour donner une cohérence et permettre une synthèse d'un certain nombre d'informations. On en a déjà entendu parler ce matin. C'est une des premières raisons qui explique mon approche. Et la seconde est que dans le contexte de la diffusion des sciences et des techniques, le récit est employé depuis fort longtemps. Il y a un numéro de la revue scientifique Culture et Musée qui est paru cette année, précisément sur cette thématique, qui a été dirigé, un numéro qui a été dirigé par Éric Triquet. Et voilà, au sein de ce numéro, il y a énormément de choses qui sont abordées, mais enfin notamment, le numéro explique comment, depuis le XVIIIe siècle, plusieurs fonctions du récit sont mobilisées dans la diffusion des sciences et des techniques, parce que le récit permet à la fois de questionner des situations, des constructions. Le récit permet aussi d'expliquer un certain nombre de choses en construisant des relations de cause à effet. Le récit permet aussi de représenter le monde, de représenter les phénomènes techniques. Et donc il y a, on peut faire l'hypothèse en tout cas que les récits qui sont mobilisés dans le contexte de l'exposition des sciences et des techniques s'appuient à la fois sur une tradition forte, sur des acquis solides, et aussi que ces récits vont prendre une nouvelle ampleur et adopter une nouvelle forme avec le contexte de la culture numérique. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant d'aborder la thématique d'aujourd'hui sous cet angle. Et l'idée que je vais développer ici est que le récit, à travers les dispositifs numériques, pourrait intervenir sur le monde qui est construit par l'exposition. Alors, le monde, entre guillemets, construit par l'exposition, j'entends par là le monde de langage qui est construit par l'exposition, pour ceux qui sont familiers avec les textes de Jean Delaton, qui utilisent le terme de monde utopique pour désigner ce monde de langage très particulier, qui est différent du monde dont l'exposition parle, le monde de référence, par exemple le passé archéologique quand on parle d'une exposition d'archéologie, et le monde de langage qui est aussi différent de l'interprétation que peut en faire le visiteur. Donc je m'intéresse véritablement au monde de langage, c'est-à-dire aux dispositifs de médiation qui sont produits au sein de l'exposition. Et donc, l'idée, enfin la piste, disons la question que je voudrais suivre dans cette intervention, c'est l'idée que le numérique pourrait intervenir sur ce monde construit par l'exposition, essayer de voir comment est-ce qu'il intervient sur ce monde et quelles sont les conséquences sur l'expérience de visite. Alors pour tirer le fil de cette question, je vais partir d'un exemple qui est l'exposition Préhistoire d'enquête, actuellement encore ouverte au Palais de la Découverte à Paris. Une exposition qui a été conçue par le Muséum de Toulouse, qui a déjà été exposée à Toulouse. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vue. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont vu cette expo déjà? Quelques-uns, ok. Personnellement, je n'ai pas vu l'exposition quand elle était à Toulouse, donc je ne sais pas quelles sont les formes différentes, enfin, l'évolution qu'elle a suivie entre Toulouse et Paris. Je vais vous montrer un certain nombre de photographies qui sont issues de l'exposition parisienne. C'est un cas intéressant, selon moi, parce que
finalement, il me semble, on va en discuter, que cette exposition n'est pas véritablement innovante en ce qui concerne les dispositifs numériques eux-mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Il me semble qu'elle est plutôt intéressante, d'une part parce que ces dispositifs numériques sont intégrés dans un récit organisateur de l'exposition. On a parlé ce matin, notamment avec la Cité de l'Espace, de cette idée de construire un circuit entre différents points d'arrêt. Là, on est exactement dans ce cas-là. Et puis, le deuxième intérêt de cette exposition, selon l'angle d'approche que je viens d'avoir aujourd'hui, c'est que l'exposition elle-même s'intègre véritablement dans un univers numérique. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde de près l'exposition, on s'aperçoit qu'elle constitue la proposition d'une expérience de visite qui balance entre l'expérience utilisateur d'outils numériques et l'expérience de visiteur de musée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de références à la culture numérique qui sont mobilisées à l'extérieur des dispositifs numériques eux-mêmes. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà l'entrée de l'exposition au Palais de la Découverte. Elle a été prolongée jusqu'au mois de janvier, si je me souviens bien. En fait, l'exposition se présente comme un parcours d'enquête. Comme l'annonce très clairement le plan de l'exposition qui est exposé au départ. Chaque salle correspond à une thématique d'investigation. Il y a une thématique d'investigation chronologique, une thématique d'investigation anthropologique, une investigation environnementale. Il y a différentes thématiques qui sont déclinées. Et au sein de chacune de ces salles et thématiques, une borne numérique fournit à la fois des questions et des indices pour répondre aux questions. Donc, on va essayer d'entrer l'exposition avec le découpage du plan. Voilà, parcours de l'exposition. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce parcours d'enquête est présenté sous une forme de mode d'emploi. Vous voyez à l'entrée de l'exposition, l'enquête mode d'emploi. Voilà. Ici, l'enquête mode d'emploi. Donc, on arrive dans l'exposition par ce couloir. Et puis, le premier sous-espace d'exposition est consacré à l'exposition aux visiteurs du parcours d'enquête qu'il va avoir mené avec la déclinaison des différentes thématiques et le principe du jeu, finalement, pour constituer l'exposition, puisqu'il va avoir à identifier des indices dans chacune des salles, colorés par chacune des thématiques d'investigation, pour finalement avoir un certain nombre d'informations sur le mystère d'une tombe mésolithique qui a été fouillée dans les années 20 et qui a été réanalysée récemment, et des nouvelles analyses ayant grandement modifié l'interprétation de cette tombe. Donc voilà, il est présenté tout à fait explicitement aux visiteurs qu'il va avoir un rôle à jouer, vraiment au sens premier du terme, dans cette exposition. C'est ce qui est intitulé sur le parcours, sur le plan, le mode d'emploi de l'exposition. Donc il y a des éléments de reconstitution de la tombe à l'horizontale. Et puis chaque écran correspond à une thématique d'investigation, avec une couleur que l'on va retrouver donc dans chacune des salles. Quelques photos d'ambiance et de structure de l'exposition, parce que cette exposition est très organisée. Vous voyez là qu'il y a la salle investigation anthropologique qui s'ouvre, un peu plus loin la salle investigation sociale. Vous voyez déjà au niveau du design que l'on est dans un univers qui fait appel globalement à ce qu'on peut appeler, de manière très floue, la culture numérique. Voilà, j'ai mis plusieurs photos pour donner une idée. Ici, la borne dispositif numérique de la section investigation anthropologique. Bon, ce qui est intéressant dans ces bornes, c'est que au-delà d'être un simple, si je puis dire, écran tactile que l'on va consulter pour à la fois poser des questions sur la nature de la sépulture et ses différentes caractéristiques, et à la fois trouver des indices pour répondre à ces questions, ces bornes, au fil des salles, simulent des analyses techniques et scientifiques par des signes médiatiques qui sont bien connus de nous tous, par exemple la barre de progression de recherche, une indication de pourcentage, un graphisme très particulier. Voilà. Alors j'ai photographié les écrans
de ces bornes. J'ai aussi inséré un film que nous avons réussi à faire fonctionner tout à l'heure. Donc j'avais pallié par des photos où le film ne fonctionnerait pas. Vous voyez ici un des écrans d'accueil de la thématique investigation technologique, à quoi servaient leurs outils. Donc avec en fond d'écran une image de la sépulture. Et puis l'invitation aux visiteurs de rechercher des indices pour répondre à la question qui est posée. Donc quand on clique sur recherche d'indices, alors voilà un petit film que je vais pouvoir passer. On recherche les indices, il y a un scan qui passe sur l'image de la sépulture et puis on identifie deux indices, le poinçon et le silex, que l'on va pouvoir creuser ensuite. Alors ça c'est mon autre exemple diapo, qui est, là si je me souviens bien, dans la thématique anthropologique, de quoi sont-ils morts? Là aussi on touche sur l'écran tactile recherche d'indices, et puis le scan passe, on voit la barre de défilement, des choses qu'on connaît très bien, qu'on retrouve dans les fictions télévisuelles, dans les enquêtes, des choses comme ça. Et puis, voilà, les deux indices sortent. On peut, la sépulture offre un indice intéressant, les crânes. On clique sur un crâne pour l'étudier, et donc, quand on continue la navigation, on obtient des informations sur les fractures qui ont été observées sur les crânes, etc. etc. Donc, voilà, la mobilisation d'un certain nombre d'indices, graphiques, visuels, culturels, de manière très générale, puisqu'il s'agit juste, encore une fois, de mobiliser des modèles sociaux de l'usage de la technique en contexte scientifique, et notamment d'usage des technologies numériques. Alors, ça me paraît être un point important, parce que finalement, on pourrait se poser la question, on pourrait concevoir une exposition exactement sur le même modèle, avec le même principe de jeu et d'investigation, avec des outils qui ne seraient pas numériques, et donner des indices par l'intermédiaire de textes, de panneaux, et voilà. Mais le fait de passer par ces bornes permet de mobiliser ces signes de la culture numérique. Et d'ailleurs, l'exposition mobilise également d'autres types de culture médiatique et de pratiques culturelles associées. Quand on a parcouru l'ensemble de l'exposition et qu'on a parcouru l'ensemble des thématiques d'investigation, on arrive dans la salle de conclusion de l'enquête, qui est cette salle-là. Vous voyez, la borne est intitulée La sépulture de Téviec. Donc là, on arrive vraiment, on a obtenu l'intégralité des indices pour comprendre cette sépulture. Et quand on consulte cette dernière borne numérique, c'est le modèle du journalisme qui est mobilisé, avec le mystère de la sépulture enfin élucidé. Vous voyez sur le côté le résumé des indices qui ont été obtenus à l'intérieur des autres bornes du parcours. Donc avec une datation, le fait que jusqu'à du moins à ce point de l'enquête, on pense qu'il s'agit d'un homme et d'une femme, le fait qu'il s'agit d'une mort violente, etc. Bon, en tout cas, c'est le format médiatique du journalisme qui résume cette enquête scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que la littérature et le roman sont également mobilisés dans cette exposition de manière très forte, parce que ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a également un livret de visite qui est donné aux visiteurs. J'en avais apporté un, mais je l'ai laissé dans mon sac là-bas, mais je l'ai en PDF téléchargeable sur le site. Et donc, à l'entrée de l'exposition, le visiteur est amené à prendre ce petit livret, qui est à cette taille, à peu près, moins que la forme A4. Un petit livret qui présente une forme intéressante, puisqu'il est pour moitié un questionnaire associé au jeu de l'investigation, et pour moitié une forme à la fois proche du roman, de la bande dessinée. Alors on retrouve le parcours de l'enquête que je vous ai montré au départ, le sommaire et le mode d'emploi à la fois du livret et de l'exposition, qui explique que donc on est à la fois dans un schéma d'investigation avec questionnaire et dans un schéma de fiction, qui met en scène deux personnages, Loïc et Gaël, dans Double mort à Téviec. D'ailleurs, vous avez peut-être noté que la couverture du livret présente tous les signes éditoriaux d'un roman, avec un auteur fictif, je reviens rapidement, Louis Dacouche, qui est donc l'auteur de Double mort à Téviec. Donc, une page est consacrée à l'histoire de ces deux personnages qui sont
mandaté par un vieil homme breton qu'il connaît très bien pour se rendre à l'exposition et mener une mission secrète qui n'est dévoilée qu'à la fin. Voilà, 2 pages du livret et puis une page du questionnaire où on collecte finalement les indices que l'on trouve dans l'exposition au fil des différents dispositifs. Et donc ensuite, on retombe sur la thématique, quand on arrive dans la thématique anthropologique, à nouveau une partie du roman BD, roman photo, enfin, vous voyez qu'il y a un format mixte ici, et puis la page de questionnaire, et ainsi de suite. Donc, là où on était, donc la littérature est également mobilisée comme format médiatique pour le livret d'enquête. Et puis l'exposition présente aussi des formes plus classiques de l'exposition, des vitrines avec des objets patrimoniaux et des reconstitutions d'ailleurs qui sont présentées. Alors, juste petite remarque, ici une vitrine avec des reconstitutions est revue, passer au crible des connotations de la culture numérique, si je puis dire, avec vous voyez, des cadres qui relient les choses, qui expliquent, enfin qui retracent en fait graphiquement les différentes étapes d'élaboration des outils. Voilà. Donc, finalement, ce qui me paraît intéressant ici, c'est que cette exposition se présente comme un assemblage de références à nos différentes cultures médiatiques, à nos différents univers culturels, à différentes pratiques culturelles aussi. Ces différentes cultures étant assemblées dans un univers où le numérique occupe une place particulière pour présenter la démarche scientifique de l'archéologie et ses analyses physico-chimiques. Donc, je vous disais au départ que finalement, dans cette situation d'expérience de visite particulière, au niveau du numérique, rien de véritablement nouveau. On est face à des dispositifs à écran tactile qui mobilisent donc une expérimentation d'objets techniques, mais en même temps dans un contexte de parcours physique, j'entends, relativement classique, qui pose d'ailleurs des difficultés en cas de flux important de visiteurs, parce qu'il y a une borne par thématique. J'ai pu assister notamment à des groupes, par des groupes scolaires, c'est la maîtresse qui lit ce qu'il y a sur l'écran pour des enfants. Donc des problèmes de flux de visite que l'on connaît bien avec les interactifs depuis de nombreuses années. Donc de ce point de vue-là, l'exposition prise par l'enquête n'est pas véritablement différente. Mais encore une fois, l'originalité tient plutôt à l'insertion des dispositifs. D'abord dans un récit, avec donc cette intrigue au cœur de laquelle se trouve le visiteur, puisqu'il joue un des personnages du récit. Il doit mener une investigation sur le modèle de la recherche archéologique. Recherche archéologique entendue à la fois comme science humaine et comme ensemble d'analyses physico-chimiques. Et donc, finalement, le rapport entre le jeu et la visite muséale est ici fortement mobilisé. Alors, il y a déjà eu des études précédemment sur ce rapport entre jeu et visite muséale. Jean Tess et du temps ont mené une analyse notamment sur le jeu Plug aux arts et métiers, qui a fait ressortir un certain nombre de questions également de réponses, avec un angle d'approche sur la relation entre la pratique traditionnelle de la visite et le fait de jouer au musée. Qu'est-ce que ça mobilise, qu'est-ce que ça change? D'accord, merci. Voilà, donc je laisserai Camille en parler, puisqu'elle est dans la salle. Et c'est sur un autre angle d'approche que je souhaite ici aborder la question des rapports entre le jeu et la visite muséale, parce que finalement, si on regarde les modalités d'écriture de l'exposition par rapport aux modalités d'écriture du jeu vidéo, on se rend compte qu'on peut établir un certain nombre de proximités entre cette exposition et le jeu vidéo, puisque l'écriture du jeu vidéo est fondée prioritairement sur l'espace et pas sur le temps, puisque la conception des scénarios s'appuie sur la structuration d'un espace à parcourir avec
l'espace à parcourir comme un niveau de jeu, avec un certain nombre d'objets à utiliser, à aller chercher, à récupérer. Et donc, les étapes du scénario sont délinéarisées. L'écriture ne s'appuie pas sur le déroulement du temps. Il s'agit plutôt d'inscrire dans l'espace des quêtes, des énigmes, qui sont accessibles, encore une fois, par des objets disposés dans l'espace. Donc voilà la forte similitude avec cette exposition sur l'archéologie. Et donc l'une des questions qu'on peut poser, notamment ensuite à la visite de cette virtuelle, j'ai envie de dire de cette question, est-ce que l'exposition s'inscrit dans le même principe et le même système de contraintes que le jeu vidéo, avec la mobilisation des modèles d'écriture numérique dans les expositions, qui peut être un facteur supplémentaire de rapprochement entre ces deux types d'écriture et ces deux types d'expériences culturelles. Autre question, j'ai un peu oublié le PowerPoint. L'autre question, c'est que la culture numérique propose finalement une organisation très particulière du discours. Et donc on peut se demander quelles sont les conséquences sur le discours de l'exposition lorsque ces modèles sont mobilisés. On peut faire l'hypothèse que le numérique peut amener la construction de fictions et de récits très élaborés, parce que ce numérique donne les moyens d'une autre participation de la part du visiteur que la déambulation dans l'espace, et surtout qu'il convoque des représentations, des attentes et des modèles, notamment le modèle du jeu, qui peuvent renouveler ceux du musée ou de l'exposition. Et enfin, la dernière question que je vais avoir le temps de poser, c'est qu'on peut se demander si la mobilisation du récit peut avoir pour effet de fermer le discours de l'exposition, c'est-à-dire d'en limiter les possibilités d'interprétation, puisque l'exposition Préhistoire d'enquête est extrêmement structurée. Les titres des parties d'exposition qui correspondent au titre des salles sont à la fois un programme d'investigation archéologique précis, archéologique entre guillemets, qui correspond également à une méthode de recherche qui est exposée dans l'exposition, et qui correspond aussi à une thématique qui décrit un aspect de la vie de ceux du passé pour ceux du présent, par exemple leur vie, et si c'était un crime, etc., etc. Donc cette forte structuration du discours s'explique par la fiction d'investigation qui organise l'exposition. Et cette forte structuration est extrêmement explicite pour le visiteur, puisque l'espace est fortement organisé avec les couleurs, les titres sont extrêmement clairs et extrêmement homogènes d'une salle à l'autre, et surtout l'affichage du plan et du mode d'emploi de l'exposition au début de la visite rend cette structure extrêmement présente. Elle est d'ailleurs rappelée sur le livret de visite que je vous ai rapidement montré. Donc est-ce qu'il n'y a pas là un risque de limiter les possibilités d'interprétation du discours de l'exposition ? C'est une question que l'on peut se poser, et je voudrais juste revenir sur le rapport entre récit et fiction, puisque pour pouvoir entrer dans l'expérience de visite de Préhistoire d'enquête, pour pouvoir adhérer pleinement à la proposition médiatique de l'exposition, il faut accepter d'entrer dans la fiction. Et il est possible, enfin en tout cas on peut émettre l'hypothèse que la proposition du roman, du BD, du livret de visite offre à la fois ferme et à la fois offre de nouvelles possibilités d'interprétation aux visiteurs, puisque finalement les deux personnages qui sont représentés dans ce livret, dont le livret raconte l'histoire, sont des figures de visiteurs, puisque ce sont deux personnages qui vont visiter l'expo dans un objectif particulier. Et donc il y a peut-être là une sorte de médiation de la posture fictionnelle de l'exposition qui amène le visiteur à s'identifier, ou au contraire à différencier deux figures de visiteurs qui sont présentées dans le livre.